Bonjour, je suis Marina Blanchard. Je suis ravie de pouvoir vous partager le mapping virage d'une manière plus vivante encore que dans le livre. J'essaie de rendre le livre vivant, mais voilà, il y a des limites évidemment. Et donc forcément, une découverte par vidéo va donner autre chose. Ça va me permettre de vous raconter quelques situations, de vous montrer comment on les dessine et puis de voilà, remettre le mapping un peu dans le contexte de son développement, de comment il a été imaginé, construit dans la logique de l'équipe virage, parce que c'est un travail d'équipe. J'aime bien à le rappeler, parce que c'est vraiment la réalité. Donc voilà, alors on va plonger tout de suite dans ce mapping, et donc voilà, je vais vous partager ce prédit. Et on va démarrer avec pourquoi dessiner, pourquoi est-ce qu'on se dit que c'est intéressant de dessiner. Alors oui, on dit qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours, mais on dit aussi que quand on comprend vraiment quelque chose, on est capable de le dessiner. Et pour ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on comprend vraiment le problème de manière interactionnelle et systémique, donc bien évidemment, on va pouvoir le dessiner. Alors, ce mapping, d'où il vient? Évidemment, il vient de notre approche de la thérapie brève systémique, le modèle de Palo Alto. Donc, je vais commencer par vous rappeler un peu le contexte de la systémique. La systémique naît dans la fin, dans au milieu du XXe siècle, en fait. Et la systémique naît de la rencontre en fait de trois courants, de la cybernétique, de la théorie des systèmes et de la théorie de l'information. Et chacun, je vais rapidement passer, mais vraiment très très rapidement sur chacun. Donc d'abord la cybernétique, j'aime bien mettre le focus sur le feedback. Le feedback qui est cette notion de réponse en fait qui va induire souvent une réponse supplémentaire et qui va faire que on va se retrouver dans une interaction avec quelqu'un. Donc si par exemple je suis en formation et que j'ai un groupe devant moi, pas tout à fait comme ici aujourd'hui, quand j'ai un groupe devant moi, je vais regarder pour avoir les feedbacks du groupe en fonction de ce que j'explique et je vais à tout moment essayer de rectifier en fonction de si je vois quelqu'un qui fronce les sourcils ou quelqu'un qui prend un air étonné, je vais essayer d'ajuster mon tir, si on peut dire, pour que la personne comprenne mon propos puisque c'est mon objectif. Et donc, la notion de feedback elle est très importante parce qu'en fait, le feedback, c'est évidemment la réponse à quelque chose, mais ça devient le déclencheur de la réponse suivante. Et vous voyez qu'on arrive dans une logique circulaire, et non seulement circulaire, mais de causalité circulaire, puisque la cause de l'un devient l'effet du suivant. Enfin voilà, on va voir que c'est très important pour notre propos, et puis on va retrouver ces flèches-là dans notre mapping. Alors, le système, puisque la théorie du système est aussi à l'origine de la systémique, le système, c'est l'ensemble d'éléments en interaction qui sont organisés en fonction d'un objectif. Et en fait, ces éléments-là, ils peuvent être évidemment comme nous dans notre famille, on forme un système, mais on fait aussi un système avec nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai mis ce petit Milou qui a une part de lui qui lui dit prends-le, c'est l'autre qui lui dit non, non, tu dois aller aider Tintin. Si vous connaissez un peu le contexte, je suis belge, donc je ne vais pas renier mes origines, ni surtout celles d'Hergé. Et donc, on a, nous aussi, à l'intérieur de nous, comme ça, des moments où on a peur, on se raisonne, etc. Et donc, on est en interaction avec nous-mêmes. Donc, on est aussi un système à nous tout seuls, si on peut dire. Et donc, on va voir que c'est important parce que sur le mapping, on va avoir une partie qui va être plus dans les interactions qu'on a entre moi et moi, si je peux dire. Et puis, évidemment, quelque chose d'important aussi, issu de la théorie de l'information, de l'étude de la communication, c'est cette idée que le message, dans le message, il y a deux niveaux. Il y a un contenu, il y a ce qu'on dit, mais aussi un implicite qui induit quelque chose chez l'autre, donc qui incite l'autre à quelque chose. Et ces deux niveaux-là doivent aussi se représenter sur le mapping parce que c'est pas la même chose. Si je dis à mon enfant non, tu ne peux pas, non, tu ne peux pas, mais qu'en fait après je dis oui, c'est important que l'enfant, quand il entend non, il n'entend pas non. Il entend non, il entend peut-être oui, peut-être que si j'insiste, c'est possible. Et donc, ces deux niveaux-là, c'est important de les représenter puisqu'ils ont un impact énorme sur l'interaction et sur la manière dont l'enfant va réagir quand il entend un non de sa maman. C'est pas du tout la même chose. Pour un enfant qui, quand c'est un non, ça n'a jamais bougé, il sait que c'est non, et où le non est déjà devenu souvent oui, il entend un non, il entend ça peut devenir un oui. Et il continue à insister parce qu'il est malin. Tout simplement. Alors, on va observer, donc nous, c'est vraiment ça l'idée, les êtres humains et comment les êtres humains sont liés entre eux par des interactions.
comment ils communiquent, ce qu'ils se disent et comment ça les fait réagir. Et c'est vraiment ça qu'on va essayer de dessiner autour de la problématique qui nous est amenée par notre patient ou notre coaché en thérapie ou en coaching. Alors, Palo Alto, en bref, je vais faire vraiment bref, Palo Alto, c'est ce modèle de Palo Alto, donc qui a été créé à Palo Alto, ce modèle qui s'appelait la thérapie brève, même si après ce terme thérapie brève s'est généralisé, est devenu un peu plus un nom commun, si je peux dire, puisque c'est vrai que, la PNL est une thérapie brève, l'analyse transactionnelle, il y a pas mal d'approches qui se disent thérapie brève, l'hypnose, etc. Mais au départ, à l'origine, John Nuckland, Vassavik, Dick Fish, etc., ensemble, quand ils ont créé ce modèle, ils ont appelé ça l'approche, ils l'appelaient elle-même la thérapie brève. Et donc, ils l'ont développé avec Gregory Bateson, qui était à l'origine déjà de la systémique en tant que telle, puisque c'est lui qui a vraiment mis en lumière l'importance des interactions pour l'être humain. Et Gregory Bateson était donc présent, même si c'est pas quelqu'un, il n'était pas psychologue, il ne consultait pas, mais il était là comme chercheur. Et puis Milton Erickson, qui évidemment les a beaucoup influencés, puisque j'ai envie de dire qu'il faisait déjà de la thérapie brève sans le savoir, sans que ce soit nommé comme ça. Il est quand même le précurseur d'une pratique brève, d'une pratique avec des prescriptions de tâches, etc. Alors, ils ont mis en lumière cette notion de tentative de solution. Alors, c'est important, parce que c'est le cœur du modèle, en fait. Pour eux, tout ce qui était fait volontairement pour essayer de résoudre le problème, à un moment donné, devenait, et si on regarde la boucle, le cercle vicieux du feedback, vous le comprenez, c'est que ce qui est fait, puisqu'il y a une causalité circulaire, ce qui est fait pour résoudre le problème devient la cause du problème qui se poursuit, dans certains cas. Donc, bien évidemment, c'est important de se dire, dans plein de situations, l'être humain met en place des choses qui résolvent le problème, heureusement. C'est seulement quand ça ne marche pas et qu'on continue à faire plus de la même chose, comme disait Paul Vassavik, mais on est en train de nourrir, de permettre au problème de perdurer en quelque sorte. Et c'est comme ça que Vassavik a dit, le problème c'est la solution mise en place qui devient la source du problème ou qui en tout cas lui permet de continuer. Alors, comment est-ce qu'on travaille à Palo Alto à l'époque? Comment est-ce qu'ils ont développé, quel raisonnement ont-ils développé, j'ai envie de dire, pour résoudre des problèmes? Ils ont dit, on va repérer, on va lister toutes ces tentatives de solution, on va repérer tout ce que la personne met volontairement en place pour essayer de résoudre son problème. Et tout ça, on va en tirer, j'ai envie de dire, le message, le thème qui en sort. C'est-à-dire, s'il y avait en une seule phrase, on devait résumer tous les comportements qu'une personne fait pour résoudre son problème. Donc, je ne sais pas moi, une maman qui essaye que son enfant travaille à l'école va faire des menaces, peut-être promettre un cadeau si ça marche, le raisonner, se fâcher, crier, enfin voilà, il y a plein de choses qu'elle peut faire, pleurer peut-être pour essayer de le sensibiliser, enfin voilà, il y a plein de choses qu'elle peut mettre en place. Et tout ça, on va se dire, en fait, en une seule phrase, c'est « tu dois travailler, tu dois réussir ». Et c'est cette phrase-là qui va être importante, parce que c'est au niveau du thème qu'on va opérer ce qu'on appelle le virage, d'où le nom de l'Institut virage à 180 degrés. Et donc c'est important parce que cette phrase, elle doit être repérée, parce qu'on ne peut pas faire le changement au niveau de 180 degrés, on ne peut pas le faire au niveau des tentatives de solution, parce que sinon on risque, si on se dit je fais l'inverse de punir, ou je sais pas, oui, de punir, je vais dire, je vais proposer une récompense. Or, en fait, on est toujours dans le même message. Et donc, pour nous, c'est vraiment très important de monter d'un niveau logique pour aller s'attaquer à ce niveau logique-là et proposer, pour être certain que la personne arrête, en fait, ces tentatives de solution qui nourrissent le problème, de par la causalité circulaire que je vous ai expliquée précédemment. On va se dire, il faut qu'on trouve, en fait, il faut lui faire l'inverse à la personne. C'est la seule manière d'être certain qu'elle arrête de faire ce qu'elle faisait avant. Et pour être sûr qu'elle fasse l'inverse, on va inverser au niveau du thème et on va donc construire ce qu'on appelle un thème stratégique ou un thème thérapeutique. Et ce thème stratégique ou thérapeutique, il va nous permettre de concrétiser, de proposer un comportement concret à la personne qu'on appelle une tâche. Et ce comportement va être adapté en fonction de son contexte, etc. C'est important, ça doit être écologique, etc. L'idée de cette tâche, c'est de lui faire vivre une expérience nouvelle, une autre relation avec son problème,
et qui, du coup, puisse lui permettre de le vivre autrement. Donc, si je reprends le jeune à qui la maman dit « tu dois travailler », c'est son thème des tentatives de solution de la maman, c'est que tu dois travailler. L'inverse, ce sera « tu n'es pas obligé de travailler ». Et donc, on voit qu'on va lui proposer une tâche concrète qui va aller vers une responsabilisation en disant à son fils « en fait, tu n'es pas obligé de travailler, c'est toi qui vois, c'est ta vie à toi ». Si tu t'y mets pas, finalement, au pire, tu redoubleras ton année ou peut-être après, tu feras un métier différent de ce que nous on fait, mais c'est pas si grave, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de remettre la responsabilité. Et au lieu de prendre sur elle, essayer de le faire travailler, etc., à ce moment-là, le fils sait qu'il peut se la couler douce, j'ai envie de dire. Le fait de lui remettre cette responsabilité, c'est évidemment un changement fondamental, relationnel, entre la mère et le fils, puisque le fils se retrouve dans une relation où il est responsable. Alors, il y a le film La Rançon qui est là, parce que c'est un vieux film, mais c'est un film où on voit un beau 180 degrés. Mel Gibson fait un excellent 180 degrés qui tient dans la durée, et on voit ce que ça donne, et c'est intéressant. On voit comment ça le positionne vraiment différemment. Enfin voilà, c'est une illustration, c'est un vieux film, éventuellement à voir. Pas d'obligation, évidemment. Alors, Virage, j'ai envie quand même de vous présenter Virage, d'en profiter. Voilà mon équipe, ma si chère équipe, qui est là près de moi, si on peut dire. Alors, Virage, qu'est-ce que c'est? Virage, d'abord, c'est un nouveau concept, ce sont les tentatives de régulation au lieu des tentatives de solution. Alors, pourquoi est-ce qu'on a changé ça, qui était quand même fondamental? Alors, on a exactement dans la même logique, c'est vraiment Palo Alto, on est tout à fait puriste. On a repris d'ailleurs ce terme de régulation qui vient de Gregory Bateson. Bateson parlait de réguler, donc d'avoir la réaction qui permet de réguler les choses, donc d'apaiser, de faire en sorte que les choses continuent à aller de la manière la plus fluide possible. Et nous, ce qu'on constate en fait, c'est que c'est le côté volontaire de la solution qui nous dérangeait un peu. C'était cette idée que la personne met volontairement en place des choses pour résoudre son problème. Or, en fait, on s'est rendu compte qu'on prenait en compte aussi des choses que la personne ne met pas en place volontairement pour résoudre son problème, qu'elle met juste en place parce que c'est sa manière de réguler les choses dans l'instant où elle se retrouve face à son problème. Par exemple, elle a peur de prendre le train, elle va éviter de prendre le train, elle va trouver une solution, demander à quelqu'un de la conduire en voiture, emprunter une voiture, enfin elle va se bouger pour tout faire sauf prendre le train. Donc elle va éviter. Alors éviter, en fait, c'est pas quelque chose qui est mis volontairement en place dans l'idée de la personne sait bien que c'est pas en ne prenant pas le train qu'elle n'aura plus peur du train. Mais c'est quelque chose qu'elle met pour réguler, pour elle retrouver une espèce de fluidité, de sérénité, pouvoir continuer à avancer. Et donc, pour nous, c'est important de prendre ça en compte. C'était déjà pris en compte par Giorgio Nardone, entre autres. Voilà, l'évitement, c'est vraiment quelque chose qu'il a bien mis en lumière. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas nous qui avons décidé de prendre ça en compte. Simplement, nous, on a estimé qu'il fallait appeler autrement en fait ces tentatives pour que ça représente davantage ce que c'était et ce que justement on prenait en compte dans notre intervention, dans notre dessin d'ailleurs. Alors, dans Virage, vous voyez que sous le logo, il y a les interactions, c'est logique, on est dans une approche interactionnelle, systémique. La stratégie, parce que pour nous c'est capital, c'est de construire une stratégie qui va permettre de débloquer le problème. Et c'est important, j'ai envie d'insister un peu là-dessus, c'est une stratégie, ça n'est pas une manipulation. Donc on va vraiment essayer de partir de l'objectif de la personne, et c'est ça qui fait la différence. Si je mettais des choses en place pour aider quelqu'un, mais que je l'aidais en allant où je trouve, ou en essayant de l'amener où je trouve que cette personne doit aller, j'ai envie de dire, là je serais vraiment dans de la manipulation puisque je l'amène où je pense qu'il est important qu'elle aille. Mais à partir du moment où on part de son objectif, et après parfois je dis, c'est peut-être un peu fort, tous les coups sont permis pour l'aider à arriver à cet objectif-là. Et donc pour nous c'est vraiment de la stratégie et c'est vraiment important de le souligner. Et puis les émotions bien évidemment, c'est capital pour nous et c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans le modèle de Palo Alto. En fait, il faut dire qu'au départ, moi quand je me suis formée, il y a plus de 20 ans maintenant, je me rappelle un jour en formation où quelqu'un dit « Tiens, qu'est-ce qu'il ressent » ou « C'est quoi l'émotion ?» Et le formateur, il dit « Mais on n'en a rien à faire des émotions, on s'en fiche. »
Or, en fait, chez Virage, on ne s'en fiche pas, on prend vraiment en compte l'émotion. Et donc, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Giorgio Nardone, de nouveau, qui a mis vraiment, vraiment l'importance et l'accent sur les émotions. Mais nous, on avait eu envie de formaliser encore ça davantage et vraiment d'amener cette logique de l'émotion qu'on prend en compte, parce qu'évidemment, elle amène les gens à réagir comme ils réagissent, donc c'est important. Mais en plus, on peut l'utiliser stratégiquement, et là, on allie stratégie et émotion. On va utiliser l'émotion stratégiquement pour aider la personne à faire son virage à 180 degrés. On va aller chercher la colère pour pouvoir se défendre. On va aller chercher la tristesse pour accepter une perte, pour accepter un deuil plutôt qu'être dans la colère. On va essayer de mobiliser les émotions qui sont présentes chez les gens, donc on ne les invente pas, pour les aider à avancer plus sereinement dans leur vie. Alors la pratique, donc chez Virage, on fait beaucoup de pratiques, là on est plus sur les formations en soi. La pédagogie, c'est un point central, on a vraiment des réunions de réflexion pédagogique, etc. pour améliorer cette pédagogie. Et puis notre mapping, notre fameux mapping, et on y vient parce que c'est pour ça qu'on est là. Alors dessiner, pourquoi est-ce qu'on dessine? Dessiner, ça permet de visualiser une situation. Vraiment, quand on a un regard systémique et qu'il y a tout un système, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un dessin qui représente le système que d'avoir une prise de notes linéaire qui ne nous donne pas en fait ce regard, cette vue sur le système et comment il fonctionne. Et ça va être au niveau tant externe, donc des relations avec les autres, qu'au niveau interne, des relations avec moi-même, comment je gère mes pensées, comment je gère mes émotions. Et puis, dessiner, ça permet aussi de voir s'il y a une fois que j'ai mon mapping devant moi, je vais voir, oh tiens, là, j'ai rien noté. Je devrais peut-être creuser un peu justement du côté des émotions, ou bien du côté des pensées, ou bien dans la manière dont l'entourage intervient. Et en fait, en regardant le mapping, on peut voir ce qui manque dans notre questionnement. Et donc, au niveau du questionnement, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, ça va aussi nous permettre, une fois qu'on a dessiné, on a décodé les choses de manière systémique, ça va nous permettre de nous dire où peut-on intervenir? Où peut-on aider la personne à changer des choses? Quelle flèche, puisque ce mapping, il y a beaucoup de flèches, quelle flèche est-ce qu'on peut modifier? Parce que c'est sûr qu'il y a des choses, si c'est ce que l'autre fait, je ne peux pas le changer. Mais les flèches qui viennent de moi, je peux y faire quelque chose. Et on va voir que les flèches rouges du mapping, qui représentent donc les tentatives de régulation, c'est ce qui est modifiable. Et donc, ça nous donne un axe d'intervention. Et puis, du coup, là-dessus, on va construire notre virage à 180 degrés parce que justement, on aura ces flèches-là. Et donc, ça va nous aider à construire le virage le mieux possible. Alors, vous avez compris pourquoi dessiner. Je vous propose de vous expliquer ce qu'on dessine. Alors, que dessiner? En fait, on va dessiner les gens, les personnes qui font partie du problème et leurs interactions qui participent au problème. Donc, on ne va pas dessiner toutes leurs interactions, etc., mais bien celles qui participent au problème. Alors, le mapping en simplifié, pour que vous ayez la logique, après je vais détailler, c'est la personne qui a un problème qui lui vient du monde, quelque chose qui lui arrive et qui ne lui convient pas, qui la fait souffrir, qu'on compare souvent à un feu, parce qu'on se dit un feu, si on veut l'éteindre, il ne s'agit pas de savoir pourquoi il est là, depuis combien de temps, il s'agit d'arrêter de mettre des bûches, il s'agit d'arrêter l'apport d'oxygène, et c'est comme ça qu'on pourra éteindre le feu. C'est dans l'actuel, j'ai envie de dire. Et donc, le problème, c'est ça, et c'est important d'insister, ça n'est pas une difficulté, c'est quelque chose de récurrent. En fait, nous, on va parler d'une difficulté. Si je perds un être cher, je vis une difficulté. Le problème, ça va être si j'arrive pas à m'en remettre, si j'arrive plus à retourner au travail, si j'arrive plus à reprendre ma vie, si j'y pense tout le temps, si je suis complètement perdue là-dedans, alors je me retrouve dans une situation de problème. Donc pour nous, le problème, c'est quand il y a eu une difficulté de la vie, j'ai essayé de la résoudre, et heureusement, dans 98% des situations, on la résout très bien. Et puis, j'y suis pas parvenue, j'ai essayé d'autres choses, et rien n'y a fait. Et donc, c'est devenu un problème pour moi. Et donc, il y a vraiment cette circularité entre ce qui se passe et mes réactions. Et donc, il y a des solutions qui sont peut-être devenues le problème, comme le dit Paul Watzlawick, ce qu'on va aller chercher. Et puis, ce n'est pas non plus l'élément déclencheur, donc ce n'est pas la mort de la personne que j'aime qui est le problème, c'est comment je le gère, c'est le fait que j'ai cette tristesse qui est en permanence là, c'est le fait que je me sens incapable de faire quoi que ce soit de ma vie, etc. C'est ça qui va plutôt représenter le problème. Alors,
le problème va déclencher évidemment une émotion ou des émotions, et ces émotions, je vais essayer de les gérer. Et on va déjà voir qu'il peut y avoir là déjà des tentatives de régulation, parce que voilà, l'émotion que je tente de gérer, si je n'arrive pas à la gérer, si c'est pour ça que je consulte, c'est que ce que j'ai mis en place n'est pas fonctionnel. Et par rapport au monde, eh bien, il y aura aussi des tentatives de régulation. Donc je ne sais pas, imaginons que j'ai perdu un parent, et mon frère, ça se passe mal avec mon frère. Je vais consulter parce que j'ai essayé des choses et j'ai mis des bûches sans le vouloir dans le feu du problème. Je croyais peut-être que ces bûches allaient étouffer le feu. Malheureusement, le feu a continué à brûler. Et puis on voit qu'il y a aussi un entourage bienveillant à qui peut-être je vais demander de l'aide, par exemple, et qui, en voulant m'aider, n'a pas aidé. Alors, toutes ces tentatives, et c'est important d'insister, auraient pu fonctionner. Donc, ça aurait pu être des régulations. La manière dont j'ai réagi, par exemple, avec mon frère, si je reprends cette situation de deuil éventuel, la manière dont j'ai réagi avec mon frère aurait pu être OK, mais elle n'a pas fonctionné. C'est pour ça, la personne, si elle vient me voir, en général, comme je le disais, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc, on a des tentatives, des choses qui ont été faites et qui n'ont pas fonctionné, et on va donc voir comment proposer autre chose. Comment est-ce qu'on dessine? On va dessiner grâce au questionnement, évidemment. C'est capital, c'est le questionnement qui va nous permettre de remplir progressivement les flèches, les compléter. Donc, on va dessiner, on va essayer de faire ce décodage interactionnel, hein, et donc on va avoir un questionnement qu'on va appeler CIA, c'est-à-dire qui va être concret. On va questionner de manière concrète, on a besoin de voir les scènes, presque on va demander à la personne de nous décrire, parfois même on dit comme si j'avais une vidéo sur mon épaule et que j'étais là à côté de vous. Actuel, on va voir ce qui se passe aujourd'hui, et interactionnel, puisqu'on va questionner toujours les boucles, et dire ok, quand vous faites ça, alors comment ça se passe, etc. Et ça va nous permettre d'avoir un problème concret, actuel et interactionnel, puisque notre questionnement aura été CIA. Alors voilà le genre de questions qu'on pose, bien évidemment. On va chercher donc ces exemples concrets. Et puis, donc, ce qui est important pour nous, c'est non seulement d'avoir la situation, mais surtout quelles sont les réactions de la personne qui maintiennent pour nous le problème, puisqu'on part de cette causalité circulaire comme d'une prémisse à notre modèle. Et donc, c'est ce qu'on va appeler les tentatives de régulation. Donc, on va avoir des questions qui sont d'abord neutres, qui questionnent vraiment pour comprendre, et puis on va commencer à avoir des questions recadrantes, orientées. On va dire, est-ce que ça fonctionne quand vous faites ça? Alors qu'en fait, nous, on sait bien que ça ne fonctionne pas, mais ça va permettre à la personne d'en prendre conscience. Donc, c'est important pour nous. On a deux types de questionnements. Alors, les interactions, comment on les dessine? Donc, des interactions externes. Donc, on pose nos questions comme un anthropologue. Hein, quand il se passe ça, racontez-moi, expliquez-moi comme si j'y étais, etc. Et on a l'individu donc, et le monde. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une espèce de feu qui brûle, il y a un problème. Et on va appeler ça, nous, sur le mapping, vous verrez, réaction. Pourquoi réaction? Parce qu'en fait, ce sont des actions du monde, mais qui, à partir du moment où il y a une boucle, ça devient une réaction à ce que nous faisons. Et donc, puisqu'on a une vision circulaire, dire seulement action, ça nous paraissait un peu court, et donc on les appelle les réactions. Et donc, effectivement, l'individu a des tentatives de régulation, puis le monde y réagit, et on se retrouve dans cette boucle interactionnelle qu'on dessine de cette manière-là. En externe, on a aussi l'entourage bienveillant, donc on dessine avec un petit smiley. Cet entourage bienveillant, ce sont les gens qui veulent nous aider, donc ce sont des gens à qui on parle, à qui on demande de l'aide, chez qui on va se plaindre, etc. Et donc ces gens-là, ils vont essayer des choses aussi, ils vont essayer de nous aider. On va aussi appeler ça des tentatives de régulation, puisque ça n'a pas marché malheureusement. Les tentatives de régulation de la personne, c'est d'en parler, de demander de l'aide, de se plaindre. Et de l'entourage, c'est peut-être de faire à la place de la personne, etc. Ce qui ne l'aide pas, par exemple, c'est un exemple concret, à avancer. Et donc, une fois qu'on a ça, on posera ces questions plus orientées, recadrantes, c'est qu'on aura déjà commencé à repérer le mouvement du mapping. En fait, est-ce que quand la personne vous aide, après, vous vous sentez plus compétent? Voilà, des questions qui vont faire prendre conscience. Et puis, on va aller sur les interactions internes. Donc, on a d'abord tout ce qui est cognitif. Cognitif, c'est-à-dire que, je vois que j'ai laissé, c'est pas grave. Voilà, on va voir qu'il y a la personne, elle a une tête. Et dans sa tête viennent des pensées. Hein, vous êtes d'accord? Normalement, on pense. Et donc, on a, par rapport à ces pensées, deux types de tentatives de régulation. Vous le voyez tout de suite. On a des tentatives de régulation contenu, et puis on a des tentatives de régulation action. Alors,
comment ça se passe? C'est que les tentatives de régulation contenues, donc imaginons que mes pensées, c'est voilà, je devrais, est-ce que je quitte ma femme ou est-ce que je reste? Est-ce que je quitte? Et si jamais je pars, comment ça va se passer, etc. Et je vais essayer de, dans le contenu, faire les pour et les contre, me dire, ah ben si je la quitte, ça va être génial. Et pourtant, en même temps, ça va être terrible, ça va me manquer, mes enfants, comment ça va se passer? Et ça va être le contenu. C'est-à-dire que je vais essayer de répondre à des questions, par exemple, les pensées seraient ici en l'occurrence des questions sur l'avenir si je partais. Et par contre, les actions, ce serait plus, je me dis, oh, si je quitte ma femme, ça va être comment, etc. Et les actions, c'est plus, il faut que j'arrête de penser à ça. Je vais me remettre une série Netflix, ou je vais boire un verre, ou je vais appeler un pote pour faire quelque chose avec lui, ou je vais aller faire du sport. Je mets en place des choses pour ne plus penser, par exemple. Et donc, on a deux types de tentatives de régulation, et voilà, c'est important de les distinguer, parce qu'après, évidemment, on n'en fera pas forcément la même chose. Alors, au niveau des interactions internes, il y a les émotions aussi. Donc, il y a 4 types d'émotions, en fait, que l'être humain, enfin nous, qu'on a repéré en tout cas, voilà, que par rapport à notre modèle. L'émotion souffrance, qui est l'émotion de ce qui me fait souffrir, donc la peur des araignées, je viens de consulter parce que j'ai peur des araignées. L'émotion moteur des tentatives de régulation, donc je n'arrive pas à dire non parce que j'ai peur de décevoir. Donc ma tentative de régulation, c'est que je dis toujours oui. Et pourquoi? Parce que j'ai peur de décevoir. L'émotion conséquence, qui est la culpabilité par rapport à un comportement, par exemple, et l'émotion qui peut être levier du 180 degrés. Et parfois, on utilise une des autres émotions pour être levier du 180 degrés. Et parfois, on n'utilise pas spécialement une émotion levier du 180 degrés, mais ça arrive qu'on le fasse. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment on dessine tout ça. Donc, vous avez l'individu, il a toujours sa tête, mais en plus, comme vous le savez peut-être, il a un cœur. Et ce cœur fait que, voilà, il ressent des choses, des émotions qui peuvent faire souffrir. Alors, on va dessiner sur notre mapping avec la flèche complète l'émotion souffrance ou l'émotion moteur DTR. Ces émotions-là, elles font partie du problème, en fait. Soit l'émotion souffrance, c'est le problème, donc je vais même l'entourer, parce que vous allez voir après que la plainte, le problème, ce que la personne amène, on l'entoure. Et l'émotion moteur des tentatives de régulation, je ne vais pas l'entourer, mais elle fait partie du problème puisqu'elle nourrit le fonctionnement, ou plutôt le dysfonctionnement de la situation. À cette émotion souffrance, la personne met des choses en place, donc j'ai peur des araignées, surtout j'essaye de ne pas penser aux araignées, s'il y en a une, je change de pièce ou je hurle, enfin voilà, il y a une série de choses qui sont mises en place par rapport à cette émotion. On va voir aussi un frigo des émotions. On n'a pas toujours besoin du frigo, mais parfois la personne va dire oui, et ça m'énerve d'avoir peur des araignées, ça me fâche, etc. Et on va se dire ah mais il y a de la colère. Peut-être je l'emploierai, peut-être ça pourrait être un levier après, peut-être ça peut être utile. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Pardon, je la mets dans le frigo. Je la mets dans le frigo et on verra bien. Et puis, il y a les émotions leviers qu'on va représenter comme ça, c'est-à-dire qu'on va à un moment donné se dire en fait cette colère elle pourrait être utile parce que ça va peut-être l'aider à faire face à l'araignée, par exemple, si je reprends cet exemple-là, à se dire je dois me dépasser, c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça, etc. Puisque c'est une émotion, la colère, qui met en action. Et donc je vais me dire voilà, comme levier je vais utiliser cette colère. Peut-être qu'elle va rester au frigo, donc ça va dépendre de ma stratégie, de comment je vais travailler. Alors, les symptômes, maintenant, on a notre individu, il a toujours une tête et un cœur, et à ça s'ajoutent des tripes. Alors, bon, je ne sais pas si c'est vraiment juste, mais on a toujours un peu mis les symptômes dans les tripes. Bon, ce n'est pas forcément juste. Les symptômes, c'est tout ce qui nous vient à nous, qu'on va considérer comme un symptôme. Donc, c'est plus fort que moi. C'est souvent plus fort que moi. Je n'arrive pas à dormir, c'est plus fort que moi. C'est pour ça que ce n'est pas tout à fait dans les tripes, mais voilà, c'est pour le schéma que je l'ai fait comme ça. C'est plus fort que moi, j'ai un TOC, je dois faire un comportement compulsif, c'est plus fort que moi. Donc j'ai des crises de panique, c'est plus fort que moi, ça me vient là pour le coup plus dans le ventre, ça me prend à la gorge ou au ventre. Et donc ces symptômes, de nouveau, il y a des tentatives de régulation qui vont être mises en place pour lutter contre ces symptômes. Voilà, donc si on dessine l'ensemble des interactions internes, alors je rappelle, et c'est important de le dire, qu'il n'y a pas toujours toutes les flèches dans aucune situation, c'est rare, enfin quasiment aucune situation il y a toutes les flèches en fait. Pour certaines personnes, le problème va être plus au niveau mental, pour d'autres ça va être plus au niveau émotionnel. Par contre, il y a toujours une flèche émotion ici, parce qu'en général, comme il y a une souffrance, il y a une émotion. Il y a quelque chose qui me fait souffrir, donc je me retrouve quand même toujours avec une émotion.
Et donc de nouveau, avec des questions neutres et puis des questions recadrantes, on va utiliser ce dessin. Le but conscient, dernière grande flèche du mapping, c'est un espèce de combat entre notre vision du monde qui veut quelque chose absolument et qui dit au monde ça doit se passer, il faut que ça arrive, etc. Et le monde qui dit non, en fait non, ça n'arrive pas. En fait, désolé, mais ça ne se passe pas. Et ça peut être beaucoup de choses. Donc voilà, ici j'ai mis vouloir un enfant, par exemple, c'est assez typique. Hein. Il faut absolument que j'ai un enfant. Et donc la personne, elle va tout faire dans sa vie en fonction de cet enfant, ou ne pas faire des choses, par exemple ne pas voyager, etc. Ou bien avoir une promotion. Voilà, je vais vous mettre quelque chose de plus professionnel. Donc ce sont des situations où les gens veulent tellement les choses que c'est comme s'ils se brûlaient la route, ils s'empêchaient de les avoir. Et donc en fait, toutes leurs autres régulations, tentatives de régulation, sont un peu au service de cette envie-là. Et c'est pour ça qu'on l'a dessiné sur le mapping tout au-dessus et tout en dessous pour bien montrer que c'était un peu le chef des tentatives de régulation quand c'est là. Donc il n'y a pas toujours un but conscient, c'est parfois, c'est important de le dire, c'est pas tout le temps, parce que parfois on cherche et on voit des buts conscients partout, ça n'est pas le cas. C'est vraiment, le but conscient, c'est vraiment l'idée que quelque chose doit se passer et je ne peux pas imaginer que ça n'arrive pas. C'est inconcevable pour moi, alors c'est un but conscient. Et donc on n'est pas toujours là-dedans, hein, heureusement. Et donc la plainte, comme on l'a mis là, on l'entoure sur le mapping. Donc ce qui amène la personne, on l'entoure. Alors, je vais avant d'arriver à des exemples, je vais d'abord revenir sur les reformulations parce qu'elles aident à dessiner, elles aident à valider, et puis surtout, elles se servent du mapping pour pouvoir reformuler. C'est intéressant d'avoir le mapping parce que ça va me permettre de vérifier que j'ai bien compris, c'est important évidemment. Aussi de montrer à l'autre, et ça relationnellement c'est capital, qu'on a rejoint sa position, qu'on le comprend, et puis montrer cette circularité. Donc d'ailleurs, il m'arrive moi de dessiner, une fois que j'ai bien fait mon mapping, que je l'ai bien capté, de le dessiner pour la personne et de lui montrer son cercle vicieux. Moins pour les pensées et les émotions, mais surtout quand il s'agit d'une relation avec quelqu'un d'autre. Je dessine voilà, son frère là, et je dis voilà, mais en fait votre frère, quand votre frère fait ça, vous faites ça, et plus vous faites ça, et plus vous faites ça. Et là, on en arrive à montrer à la personne qu'elle est acteur dans ce qui se passe, et puis lui permettre de prendre conscience de cet effet aggravant des tentatives de régulation. Donc ça, c'est ultra important pour nous, c'est montrer que plus la personne fait ça, plus ça aggrave. Ou au moins que quand elle fait ça, ça maintient le problème, ça permet au problème de continuer. Donc les reformulations ont vraiment comme objectif de freiner ces tentatives de régulation aussi et de leur donner un caractère tellement inacceptable que la personne n'aura qu'une envie, c'est de faire autre chose et elle sera mûre pour accepter notre tâche. Donc elles sont recadrantes. Voilà, donc l'idée c'est vraiment, plus vous essayez de convaincre votre frère ou quand vous essayez de convaincre votre frère, plus lui se braque, développe ses propres arguments, etc. Et donc, plus vous avez l'impression qu'il ne vous respecte pas. Donc voilà, on va vraiment montrer à la personne que plus elle fait ce qu'elle fait, ces tentatives de régulation, et plus elle a le non-respect qui était justement la chose qu'elle ne veut pas avoir. Et donc l'idée, c'est vraiment de lui donner l'impression, enfin de lui expliquer comment le problème s'aggrave. Ce n'est pas qu'une impression pour nous, c'est quelque chose, c'est une croyance, c'est notre vision du monde de systémicien Palo Alto. Et plus le problème s'aggrave. Voilà. Alors, des illustrations, voilà, je t'ai pressé d'y venir, on y est. Alors, Émile, il a 11 ans, il ne veut pas faire ses devoirs. Alors, sa maman, donc vous allez dessiner la maman et Émile, enfin écrire surtout, pour l'instant. Puis on va dessiner les flèches. Émile qui ne veut pas faire ses devoirs, c'est la plainte de la maman qu'on a en face de nous, et donc on l'entoure. Et puis la maman, elle est énervée, par exemple, hein, elle pourrait être inquiète aussi. Là, voilà, j'ai mis énervée, parce que moi, je serais plus le genre d'être énervée qu'inquiète. Donc je pense que voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le raisonne, elle le fait avec lui, ou voire pour lui, certaines mamans, elle se fâche, elle promet des récompenses, etc. Et ça ne marche pas. Et donc la reformulation qu'on va pouvoir faire grâce à ce mapping, c'est il semble que plus vous essayez d'obliger Émile, ce qui aurait pu fonctionner, et ça c'est important, donc on est dans l'empathie, on ne va pas dire vous êtes vraiment nul d'avoir essayé d'obliger, on va lui dire que ça aurait pu fonctionner. Et ce qui est vrai, parce qu'avec certains enfants, peut-être avec la sœur d'Émile ça a fonctionné, mais certainement avec d'autres enfants, si on lui explique ou si on se fâche ou si on promet des récompenses, ça fonctionne.
Mais ici, avec Émile, ce n'est pas le cas, et donc on va dire, plus Émile, lui, il sait que vous prenez à cœur cette voix, il sait quelque part que maman s'en charge pour lui, et donc il va se dire peut-être, moi, je peux me la couler douce. De toute façon, maman fera en sorte que ce sera fait pour demain. Et donc, sans le vouloir, vous lui envoyez le message, tu ne dois pas t'en tracasser, mon chéri. Et donc, ça lui permet de ne pas s'y mettre. Donc voilà comment on va reformuler ce type de mapping. Alors, Jules, j'ai pris quelque chose de plus cognitif, pense tout le temps à son ex. Donc, Jules, il est triste parce qu'en fait, il est malheureux, il est tout le temps en train de repenser à cette fille avec qui il était bien. Il en fait même des insomnies. Et ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de chasser, de se distraire, de s'occuper. Donc, sa plainte, c'est bien, il pense à son ex. Et donc, on va lui reformuler les choses ainsi, en disant, plus vous chassez les pensées, plus vous essayez de ne pas y penser, en fait, plus c'est comme si vous fermez la fenêtre, elles essaient de rentrer par la cheminée, vous fermez, enfin, voilà, vous essayez de ne pas y penser, et en fait, elles reviennent en force. Et en plus, évidemment, particulièrement à un moment où vous n'êtes pas occupé, où votre esprit se met au repos au moment de dormir. Margot et ses crises d'angoisse. Alors, Margot, en fait, donc, elle a des crises d'angoisse. Pour nous, c'est un symptôme, c'est quelque chose de plus fort qu'elle qui lui arrive, c'est sa plainte. Et ce qui se passe, c'est qu'elle commence à développer évidemment la peur d'en avoir, la peur que la crise d'angoisse démarre parce que c'est juste super désagréable. En plus, elle a honte de ces crises d'angoisse par rapport à ses amis, par rapport à son entourage. Quand la crise vient, que fait-elle? C'est une des questions évidemment super importantes pour nous. C'est qu'est-ce que vous faites, Margot, quand la crise vient? Je lutte contre la crise. Alors là, j'ai mis lutte contre la crise, ça veut dire qu'elle va me dire j'essaie de respirer calmement, je prends un médicament, je bois une tisane, je sors prendre l'air. Toutes ces choses-là, pour nous, c'est là qu'on passe au thème, c'est je ne dois pas en avoir, je lutte contre cette crise. Et en plus, évidemment, elle a la peur d'en avoir, donc elle évite de ressentir cette peur, elle évite les endroits qui déclenchent ces crises d'angoisse. Et donc on va lui expliquer que plus elle tente de lutter, plus la crise d'angoisse prend de l'ampleur, parce que la crise d'angoisse se nourrit de ses efforts à elle pour ne pas l'avoir. Puisque le fait même de vouloir éviter quelque chose de non contrôlable est angoissant, puisqu'elle sait qu'elle n'a pas le contrôle dessus, donc ça prend encore. Et puis on va aussi lui expliquer que plus elle évite un lieu, plus le lieu va prendre va se gonfler d'angoisse, quelque part il devient plus angoissant, puisqu'elle est en train de l'éviter, et que donc elle s'envoie en même temps le message qu'elle n'est pas capable d'aller, je sais pas moi, au cinéma ou d'aller au restaurant, et chaque fois qu'elle n'y va pas, elle se renvoie le message qu'elle n'est pas capable d'y aller. Tom se fait harceler dans la cour de récréation par Jerry. Alors, Jerry le traite de gros nul, se moque de lui, c'est sa plainte. Tom, évidemment, il a peur de Jerry, il a peur de le croiser, donc qu'est-ce qu'il fait? Il l'évite, il le fuit, parfois il se cache dans les toilettes, il lui a demandé d'être gentil, il lui a dit « c'est pas chouette d'être comme ça, je comprends pas », il lui a dit d'arrêter, il a déjà ignoré, d'autant plus qu'il a sa maman à qui il en parle et qui lui dit « ignore-le, il faut ignorer les gens qui ne sont pas gentils, etc. » Ce qui n'est pas si facile pour Tom, qui en souffre quand même beaucoup. Et donc, de nouveau, on va expliquer à Tom que plus tu évites Jerry, plus il se moque. Parce que quelque part, même, moi je leur dis parfois aux enfants, c'est comme si tu lui organisais un cache-cache géant en te cachant dans la cour, en te cachant aux toilettes, etc. Parce que pour lui, ça l'excite et ça l'amuse encore plus de te chercher, etc. Finalement, plus tu lui dis d'arrêter et plus c'est chouette pour lui, puisque ce qu'il veut, c'est t'embêter. Donc voilà les reformulations qu'on va vraiment aller chercher grâce au mapping. Et puis, bien évidemment, ça nous donne aussi toutes ces flèches rouges. C'est là qu'on va essayer d'arrêter la tentative de régulation et où on va intervenir en construisant, en proposant une tâche. Alors, pour Tom, on va le mobiliser en utilisant la colère, parce que la colère, comme vous le savez sans doute, c'est une émotion qui est là pour nous faire respecter, en fait, c'est l'émotion du respect, donc c'est l'émotion qui nous fait nous défendre notre territoire, et donc, en utilisant la colère de Jerry, parce qu'il était quand même fâché, il trouvait que quand même Tom, c'est quand même dégoûtant la colère de Tom, parce qu'il trouvait quand même que c'était dégoûtant ce que Jerry faisait, etc.
ben, on va pouvoir alors aller faire bouger les choses du côté... Enfin, il va réagir différemment ici, et donc il va faire en sorte que pour Géry soit plus si agréable et si facile de le harceler à l'école. Voilà, voilà. Alors, maintenant je vais vous proposer à vous un petit exercice, vous qui m'écoutez, et je vous proposerai de mettre pause si vous avez envie de faire l'exercice. Voilà une situation, donc la situation de Hardy, je vais vous laisser la lire, ce n'est pas la peine que je la lise, je pense, et je vais vous laisser prendre le temps, prenez le temps, lisez-la, prenez un crayon, un papier, et puis dessinez, et puis après vous passerez à la correction en remettant en marche, puisque moi je vais aller vous expliquer le mapping. Vous êtes sûr que vous avez bien dessiné, hein, sinon il ne faut pas regarder la réponse. Donc soyez certain avant de remettre play. Je vous laisse encore 2 secondes. Alors, mon collaborateur pique des colères, Laurel souffre des colères de Hardy. Laurel, qu'est-ce qui se passe? Il a peur, il en a ras-le-bol. Le N+1, le chef, en fait, à qui Laurel en a parlé, lui a dit « c'est toi qui dois le calmer, tu dois apprendre à le gérer, tu dois être capable de faire ça ». Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a essayé de le raisonner, de lui demander de se calmer, il l'a menacé de conséquences, etc. Donc tout ça, si on réfléchit au thème, alors je vous laisse remettre pause si vous n'avez pas réfléchi au thème, parce que vous avez peut-être fait le mapping sans mettre le thème, ce qui est tout à fait possible et ce qui était déjà très bien, surtout s'il était juste. Là, je vous laisse 2 minutes pour mettre le thème, donc mettez pause. Le thème, c'est « tu dois te calmer », évidemment. La phrase, s'il y a une phrase que Laurel dit à Hardy, c'est « tu dois te calmer ». Et donc, voilà comment on va dire à Laurel, plus vous êtes en train de dire qu'il doit se calmer, plus il s'énerve, moins il se sent entendu, etc. Et plus ça monte. Voilà, voilà. Comme ça, vous avez découvert le mapping d'une manière vivante, j'espère un peu. Et si vous avez des retours, des interrogations, etc., n'hésitez pas à revenir vers l'équipe Virage. On sera ravis de vous expliquer, de vous illustrer ou de vous former même si vous avez envie de l'appliquer vraiment dans votre quotidien. Parce que c'est vrai que en fait, tout ce modèle est à la fois, j'ai envie de dire, très simple, très logique, et en même temps, on se rend compte qu'on a besoin quand même de pas mal d'exercices pour en saisir toutes les subtilités et pour pouvoir intervenir à partir de ce modèle. Voilà. À bientôt, peut-être.